C'est parti. C'est parti. Bon, je m'appelle Bauve, B-A-U-V-E, Maurice, présent à Voltaire de 39 à 41. Que voulez-vous savoir d'autre? J'habitais à côté, à proximité de la place Gambetta, très exactement avenue du Père-Lachaise. Donc, tous à l'époque, nous étions proches du lycée. Bon, eh bien c'est mon tour. Je m'appelle Georges Pétiard. Je suis moi aussi un des doyens de cet établissement, puisque j'y ai séjourné de 1934, à la rentrée 1934, jusqu'en juillet 1941, où je sortais du lycée après avoir passé la deuxième partie du bac. Moi j'étais en philo. Alors Maurice Bauve rappelait que nous étions très proches du lycée. Je crois qu'avec mon ami Jean Ladeuil, qui est un de mes contemporains, que vous allez entendre dans un instant, nous ne pouvions pas être plus proches puisque nous habitions exactement dans l'axe de la porte en face du lycée, ce qui nous permettait par conséquent d'avoir des circonstances atténuantes quand nous arrivions en retard. Bon, je pourrais vous donner aussi un certain nombre d'indications. Je crois que ce qui vous intéresse surtout, c'est la sinistre période de l'occupation. Et donc, en ce qui me concerne, je n'ai connu de l'occupation en tant qu'élève au lycée Voltaire que la période 40-41, puisque après j'avais quitté le lycée. Je pourrais vous dire aussi quelques mots, si vous voulez, sur l'avant-période de l'occupation, c'est-à-dire la période de la drôle de guerre, où j'étais élève en première. Moi, je suis à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions. Je me nomme Michel Gevray, et j'ai été élève de ce lycée de 1942, octobre 42, jusqu'à juillet 1949. C'est-à-dire que j'ai fait toute ma scolarité de la 6e à la terminale philosophie dans cet établissement. À la différence de mes collègues, je venais d'assez loin, puisque j'habitais avenue Courteline, c'est à la porte de Saint-Mandé, à l'orée du bois de Vincennes, et que pendant cette période-là, en particulier entre 42 et 45, eh bien, à peu près une station de métro sur deux était fermée et qu'il fallait parcourir une certaine distance à pied, voire, à certaines périodes, venir tous les jours à pied de chez soi. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure sur les caractéristiques de ce temps-là. Je m'appelle Alain Chambon. J'étais au lycée Voltaire de 1944 à 1946. J'ai passé ce qui s'appelait à l'époque le premier et le deuxième bac. Et puis je suis un immigré parce que j'étais un provincial. Les événements dont il était question, je les ai vécus dans la vallée du Rhône, sous le gouvernement dont le gouvernement était à Vichy à l'époque. Et au moment de la libération, je suis venu à Paris. Et je suis resté donc de 2 ans au lycée Voltaire et j'en ai un très bon souvenir. Et puis j'ai fait ma carrière à partir de mon baccalauréat. Voilà, et on en reparlera. Je m'appelle Jean Ladeuil. Comme Georges Pétiard l'a déjà dit, je n'avais que les clous à traverser. À l'époque, c'était des vrais clous. Et c'était un peu long parce qu'il fallait faire un détour d'au moins 2 ou 3 mètres. Donc on était toujours en retard. Je n'étais pas avec lui parce qu'il était en philo 2, alors que nous, M. Ternon et moi, nous étions en philo 1. Pour vous montrer notre attachement, j'ai téléphoné ce matin à Royan, où il y en a un 3e, qui se porte bien. Et puis, j'ai d'autres amis, également plus anciens à Voltaire, mon ancien cardiologue, et aujourd'hui... évidemment à la retraite, mais il habite toujours, sinon, dans ce 11e arrondissement. Voilà. Je peux ajouter à la demande, mais méfiez-vous, je suis bavard. Oui, je m'appelle Édouard Ternon. Je ne suis resté qu'1 an au lycée Voltaire, de 1940 à 1941, en philo 1. Et je dois avouer que ce qui m'a poussé vers l'association des anciens élèves, c'est le souvenir de mon professeur de philo, qui s'appelait Santoni,
Si quelqu'un pouvait me dire son prénom, je serais très content parce qu'on pourrait le rechercher. J'aimerais savoir s'il a laissé des écrits. En tout cas, moi, il m'a marqué pour la vie. J'habitais loin du lycée. J'habitais à Bagnolet. On venait à pied avec un autre camarade de la même classe de Bagnolet. Je retrouvais la porte de Bagnolet, passé au métro Grand Bêta parce que c'était le point le plus proche en métro de la mairie de Bagnolet. Et on venait ensuite, on descendait le long du Père-Lachaise, on faisait toute la route à pied, ça demandait une demi-heure. Enfin, on n'avait pas des classes très, très chargées pendant la guerre et on ne venait pas le matin et l'après-midi très souvent. Le 1er septembre 1939, l'ordre de mobilisation générale est lancé. Vous souvenez-vous comment vous avez appris la déclaration de guerre et découvert les affiches de mobilisation générale? Moi, j'ai pas découvert les affiches de mobilisation, mais il se trouve que j'étais à l'angle du boulevard Magenta et de la rue qui mène à la gare du Nord en 1938. C'est-à dire, je suis ici, puisqu'un professeur d'histoire. Ici, on pourrait peut-être me dire, est-ce que quelqu'un connaît la date des accords de Munich? Septembre 38. Septembre 38, exactement. Donc je me trouvais là, et Daladier revenait de Munich. Avec Eden. Tout seul dans sa voiture découverte. Des Français étaient au bord de la rue, et un grand nombre l'acclamait, bravo Daladier. On croyait qu'il avait assuré la paix. On ne connaissait pas que l'adage latin, si tu veux la paix, prépare la guerre. On n'avait pas du tout préparé la guerre et on va parler un peu de ce qui était devenu par la suite. C'est vrai, pour enchaîner avec ce que vient de dire mon collègue, je rappellerai que pour beaucoup de nous, quand nous étions enfants, cette alerte de 1938 avait fait qu'il y avait eu un certain nombre de bouleversements dans les familles parce que beaucoup de gens croyaient vraiment que la guerre était imminente et je me souviens que j'étais tout enfant, nous étions partis en province, en Bourgogne en l'occurrence, parce qu'on voulait isoler les enfants de la capitale, disait-on. Et quand il y a eu la guerre l'année suivante, pour beaucoup d'entre nous, ça a été marqué par le fait que c'est l'arrivée à la maison de l'ordre de mobilisation de notre père. On apprenait, pour ceux qui avions la chance d'avoir le père chez eux, qu'il devait brusquement quitter la famille et son travail pour partir là où il était mobilisé. C'était donc un grand traumatisme, un grand bouleversement pour la vie des familles, pour la vie des personnes. Et nous ne mesurions pas forcément encore ce que ça allait signifier, mais cette rupture brutale dans le rythme, l'annonce qu'on s'est mis immédiatement à peindre des abris sur les immeubles, des plaques abris pour qu'on puisse se réfugier dans des caves en cas d'alerte, etc. La vie s'est trouvée brutalement modifiée dans son déroulement ordinaire, tout au moins quand on était à Paris. Les choses ont été probablement un peu différentes selon les endroits où l'on se trouvait. Oui, je voudrais simplement ajouter quelque chose. Comment, pour répondre à la question qui a été posée, comment j'ai appris la déclaration de guerre, je dois dire que ça tombait vraiment mal. Ça tombait de toute façon fort mal, mais nous venions de partir en vacances. C'était pas très loin, j'étais à côté du Tréport. Et c'est comme ça que nous avons appris là-bas que la guerre était déclarée. Et alors on se préoccupait évidemment, bien sûr, j'avais quelques camarades, de la rentrée. On pensait au lycée Voltaire, parce que nous devions entrer en première à ce moment-là. Et on nous a conseillé, ou on a eu des renseignements, je ne sais comment, bien de nous débrouiller, de nous inscrire dans des lycées, dans des établissements de la région, car il n'était pas question que l'on rouvre le lycée Voltaire, qui pour l'instant, à ce moment-là, était fermé. Bon, au bout d'un certain temps, les choses se sont un petit peu tassées. Ça a été ce que l'on a appelé, hélas, la drôle de guerre. Finalement, le lycée Voltaire a repris une activité, disons, assez réduite, et nous avons pu revenir nous inscrire au lycée. La rentrée s'est effectuée un peu plus tard, vers le 20 octobre, autant que je me souvienne. Et il y avait comment dirais-je, le fonctionnement était aussi différent. Les grandes classes, c'est-à-dire seconde, première et terminale, comme on dit maintenant, avaient classe uniquement le matin, ce qui permettait par conséquent aux
élèves de pouvoir travailler un peu l'après-midi de façon plus personnelle. Et alors je me souviens que tout au début au moins, on craignait beaucoup les alertes au gaz et on nous avait obligés à nous trimballer dans les couloirs, tout en souvient sans doute Maurice, avec un masque à gaz, n'est-ce pas, sur l'épaule. Mais très... Oui. Alors très vite, on a abandonné les masques à gaz et les étuis, les musettes ont servi plutôt à être remplies par des livres ou par toute autre chose. Alors ça, si vous voulez, c'est le début de la guerre. Je continuerai, si vous voulez, rapidement, parce que c'est la prolongation, en somme, de cette année-là. Je me souviendrai toujours, le 9 juin, très exactement, le 9 juin 40, par conséquent, la veille du jour du bac, on disait le bachot à l'époque, qui était prévu donc le lundi 10 juin. On nous apprend par un communiqué à la radio que, étant donné les circonstances, les Allemands se rapprochaient de plus en plus de Paris. Ils sont entrés d'ailleurs à Paris, autant que je me souvienne, je crois bien que c'est le 14 juin. Et nous avons appris donc le 9 juin au soir que la session du bac, qui était prévue le 10, était terminée. Et pour toute consigne, eh bien, je résume peut-être d'une façon un peu liminaire, mais on nous a dit, débrouillez-vous, allez vous inscrire où vous pouvez. Bien. Étant donné la pagaille qui régnait, c'était pas très commode. Nous avions eu la chance, ma mère et moi, mon père était fonctionnaire et devait rester à son poste, ma mère et moi, nous avons réussi à nous engouffrer dans le dernier train qui partait pour le sud-ouest, du côté de Souillac, où nous avions de la famille, et nous sommes restés là bien pendant 2 mois, où entre parenthèses on mourait pratiquement de faim, parce qu'il n'y avait plus rien à manger dans la région, pour la bonne raison que dès 1939, les réfugiés alsaciens étaient venus dans cette région pourtant très riche à tous égards, mais ils étaient plus ou moins mal vus, vous savez, c'est toujours pareil, l'enfer c'est les autres, comme on l'a dit hélas, et résultat, eh bien, nous étions réduits à la portion congrue. Bref, nous sommes restés là 2 mois, et nous avons pu, au bout vers le mois d'août, revenir à Paris et reprendre les études au lycée Voltaire. Voilà. Je me permets de dire que, puisque finalement le moment où je suis rentré, c'est un peu le moment où vous veniez de vivre cette période. Je suis rentré en 1er octobre 1942, les rentrées à l'époque étaient décalées d'1 mois par rapport à la période actuelle, et nous avons commencé très vite à vivre une situation très douloureuse, très difficile, parce que c'est le moment où nos petits camarades, je rappelle, c'était uniquement des classes de garçons à l'époque, il n'y avait pas de mixité. Le lycée Voltaire était un lycée de garçons, les filles allaient en général, au moment où je suis rentré, à Hélène Boucher, qui était cours de Vincennes, près de la place de la Nation. Eh bien, c'est le moment où nous avons commencé à voir partir, échelonnés dans les mois, nos petits camarades juifs, qui partageaient avec nous la vie de la classe, et qui ont commencé par être astreints de porter l'insigne de leur judaïté, l'insigne juif jaune, cette étoile jaune, qui les marquait, qui les stigmatisait, et il nous a fallu à ce moment-là comprendre que c'était ceux qui les condamnaient à porter cela, qui étaient, j'ai employé les termes des salauds, enfin qui étaient des gens hautement coupables, car eux nous les avons vus partir. Nous n'avons pas tout de suite mesuré la signification de leur départ. Quelques-uns, 1 ou 2, je me souviens d'un camarade, mais qui a disparu avant 45 d'ailleurs, comme sa famille, ils avaient réussi à se sauver dans ce que l'on appelait la zone libre, mais quand la zone libre à son tour a été occupée par les troupes occupantes, par les Allemands, ils ont été arrêtés et envoyés en camp de concentration. Alors nous avons vu partir comme ça plusieurs de nos camarades, et c'était extrêmement difficile à vivre. Ça l'était d'autant plus que à ce moment-là, jusque pratiquement à la fin de la guerre, il y a eu au lycée un proviseur qui accompagnait et qui quelquefois allait au-devant de ce que les Allemands ou la Gestapo ou le gouvernement de Vichy demandaient. Ce proviseur s'appelait Monsieur Dubled. Son nom doit être un peu maudit, si vous voulez, dans l'histoire des pédagogues et des éducateurs, parce que il venait régulièrement dans nos classes, il ouvrait la porte
et il nous obligeait à chanter le Maréchal nous voilà, il nous obligeait à un certain nombre de situations qui étaient là. Il était souvent accompagné, je ne sais pas si d'autres de mes collègues l'ont connu, d'un surveillant général qui se caractérisait par un embonpoint tel qu'il ne franchissait pas les portes des classes. Il restait inscrit de biais dans l'entrée et il était vociférant. Voilà, exactement. Vous voyez, il était bien connu et celui-là aussi était de la même eau que le proviseur. Heureusement, il y avait d'autres qui étaient des personnages très dignes, très magnifiques. Je pense à en particulier qui j'ai gardé des relations très longtemps, qui était un prof d'histoire qui avait été, si je ne me trompe pas, prof d'histoire à l'école de guerre jadis, qui s'appelait Monsieur Violet, et qui avait été, il était général des cadres de réserve parce qu'il était revenu enseigner, puisque beaucoup de profs étant prisonniers de guerre, il avait fallu des relèves et souvent avait été repris comme prof à titre temporaire pour la durée de la guerre, des profs qui étaient retraités ou qui avaient cessé une activité. Voilà. Alors quelques-uns étaient des personnages magnifiques, mais pour des gens comme moi, on reste très marqué par l'ambiguïté pour voir comment des gens dont le métier aurait été l'éducation à la citoyenneté, l'éducation des jeunes que nous étions à la liberté et aux responsabilités, ont eu des rôles exécrables là. Mais ça nous a peut-être quelques-uns soudés entre nous et a forgé une certaine unité d'amitié qui dure beaucoup, pour certains d'entre nous, qui dure depuis donc 55 ans. Ça permet de revenir un peu en arrière, puisque vous avez abordé la période 42, qui était évidemment le début de la période la plus sinistre avec 43 et la suite pour l'occupation nazie. Alors, comme je le disais tout à l'heure en entrée de jeu, je n'ai été au lycée Voltaire comme élève que de la rentrée 40, octobre 40, à juillet 41. Alors, comment peut-on caractériser cette période? C'était le début, tout à fait le début de l'occupation. Les Allemands, si vous voulez, se montraient pas trop, peut-on dire, jusqu'à un certain moment, je vais y revenir. Et quelle était l'atmosphère qui régnait au lycée Voltaire? Eh bien, il y avait déjà, on sentait qu'il y avait quelque chose, si vous voulez, c'était beaucoup plus une sensation qu'une constatation, mais on sentait qu'il y avait déjà quelque chose qui se tramait, et on sentait déjà l'influence du gouvernement de Vichy. Parce qu'il y avait, comme vous l'avez très bien dit, malheureusement, quelques professeurs qui déjà faisaient une propagande plus ou moins larvée en faveur des jeunes du maréchal, etc. Et je pense à un nommé Bousquet, lequel d'ailleurs a fini tristement, je crois, il a été révoqué à la Libération, bref, il avait pris un poste important, je crois, dans les je ne sais plus dans quel comité, mais enfin un comité très marqué par la collaboration. Bref, c'était l'adjoint direct, si vous voulez, du proviseur du Bled, dont vous avez rappelé le triste rôle. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait déjà ce climat un peu indélébile, n'est-ce pas, où on sentait cette pénétration des idées, comment dirais-je, de l'ordre moral caractérisé par le régime de Vichy. Mais Dieu merci, il y avait quand même déjà des gens parmi les professeurs, et puis aussi parmi nos camarades, qui n'acceptaient pas ce régime. Et je voudrais rendre hommage ici à mon professeur de philosophie, qui s'appelait Stéphane Biobetta, un brillant normalien, dont c'était la première année d'exercice, et qui, dès le début, eh bien, avait très bien senti tout cela, et il avait, je me souviens, on s'était plaint auprès de lui, car il faut dire qu'en classe de philosophie, à ce moment-là, il y avait, outre les 9 heures de cours de philosophie, il y avait 1 heure prévue pour la littérature. Et cette heure de cours était faite justement par ce fameux Bousquet dont je viens de parler. On s'était tout de suite rendu compte quel était le bonhomme, n'est-ce pas, et quelles étaient les idées qu'il défendait. Nous en avions parlé, bien entendu, à notre professeur et ami Stéphane Piovetta. Ça n'a pas traîné, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais on l'a pas revu, le Bousquet en question. Et l'heure de littérature a été faite ensuite par notre ami Piovetta. Piovetta qui, je me souviens encore d'une de ses boutades, il fallait le faire, il ne faut pas oublier quel était le climat à l'époque, n'est-ce pas, ou un climat de suspicion à l'égard des gaullistes, comme on disait, n'est-ce pas. Piovetta qui un jour, parlant de la philosophie de Kant, nous disait:
Oui, évidemment, Kant ne rit pas souvent. Ou s'il rit, bon, c'est tout au plus d'un rire poméranien. Alors, vous savez, dire ça en 1941-42, il fallait tout de même le faire, si je puis dire. J'ajoute que Piovetta a non seulement illustré, comment dirais-je, sa pensée par une action tout à fait méritante, puisque j'avais gardé quelques contacts avec lui après être parti du lycée, puisque j'étais en Sorbonne à ce moment-là et je préparais une licence de philosophie précisément, et je le voyais de temps en temps. Il était, après son année du lycée Voltaire, il avait été nommé cacique, c'est-à-dire, caïman, pardon, caïman à l'école normale, n'est-ce pas, où il était agrégé répétiteur. Alors je le voyais de temps en temps, et il me faisait part de ses projets, et il a réussi un jour à passer en Espagne, et puis échanger, après avoir passé quelque temps dans les geôles espagnoles, échanger contre un sac de blé. Il a pu rejoindre l'Afrique du Nord, et comme officier de réserve, il a participé à la campagne d'Italie où malheureusement il s'est fait tuer au Mont Cassino, où je suis allé quelques années après la guerre pour essayer de retrouver sa tombe, mais il y en a tellement, je ne l'ai pas retrouvé. Alors donc je voulais dire simplement, j'ai été peut-être un peu long pour développer cela, mais je voulais que vous sentiez un petit peu quel était le climat de cette époque. Donc nous avions quelques points de repère, quelques phares, comme des professeurs comme celui-là. Il y en avait un autre également, un professeur d'histoire dont je garde le meilleur souvenir, qui s'appelait Monsieur Grange. Monsieur Grange, qui était un grand mutilé de guerre de la guerre 14-18, qui lui aussi avait une attitude extrêmement courageuse. D'ailleurs, c'est lui qui, à la Libération, quand on a viré le proviseur en question du Bled, c'est lui qui a exercé les fonctions provisoires de proviseur. Et donc, si vous voulez, on sentait déjà pendant cette année 40-41 que quelque chose se tramait. Il faut dire que ce mouvement maréchaliste se développait assez bien, grâce à l'action justement de ce Bousquet. Et je crois qu'il y avait quelque chose comme 300 ou 400 élèves qui étaient inscrits à ce mouvement Maréchal nous voilà, je ne sais quoi. Et on sentait évidemment qu'il y avait quelque chose dans les... Mais il y a eu aussi, alors ça il ne faut pas l'oublier, il y a eu en octobre 40 vraiment ce qui a été, on peut dire, le premier mouvement de résistance des étudiants. Le 11 novembre 1940, le 11 novembre 1940, pour la commémoration de l'armistice, il y a eu un grand rassemblement à l'Arc de Triomphe. Ça s'est mal terminé puisque les Allemands ont tiré dans la foule. Il y a eu, je crois, 1 ou 2 étudiants qui ont été tués. Alors à la suite de quoi, bon, bah évidemment... Les 5 de Buffon. Oui. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'ils ont été arrêtés. Je crois peut-être, oui. Et non, je crois que c'est plus tard. Enfin, bon, peu importe, non. Il y a eu des représailles assez sévères. D'ailleurs, les établissements d'enseignement supérieur ont été fermés pendant plusieurs mois. Et on peut dire que ce mouvement du 11 novembre 40 a marqué vraiment, je crois, comme je le disais, le point de non-retour, en quelque sorte. On en a tous pris conscience, même s'il n'y a pas eu d'action très marquante au lycée, mais enfin, tout le monde pensait à cela. Et puis alors après, comme vous l'avez dit, ça a été évidemment, dans l'année 42, eh bien hélas, le triste port de l'étoile jaune pour nos camarades juifs, et puis les déportations qui ont commencé. Voilà. Georges a parlé du 11 novembre 40. C'était sur les Champs-Élysées, et j'en ai un souvenir très précis puisque j'y étais. J'ai eu la chance, revenant des Champs-Élysées dans le 20e arrondissement, il n'y avait plus de métro, tout était coupé, je revenais à pied, j'ai été ramassé par la police et enfermé dans un commissariat à proximité des grands boulevards. On ne savait pas du tout ce qu'on allait devenir. J'ai eu la chance que, par des relations paternelles, on soit venu me rechercher et on m'a fait sortir de ce commissariat. Et je voudrais ajouter que nos ennuis ont commencé en 1938, parce qu'on parlait de la mobilisation de nos pères. Moi, mon père a été mobilisé, rappelé en 1938, alors qu'il était ancien combattant de 14-18, rappelé en 1938, ce qui fait que mes parents étant hôteliers, comme je vous disais, à côté de la place Gambetta, il fallait tenir le coup. Alors nous n'allions au lycée que le matin, mais
je faisais office de père de famille, c'est-à-dire que le matin, j'avais mission de m'occuper de mettre les chaudières en route, de les remplir, de les nettoyer. Aussitôt rentré du lycée, vers 13h, eh bien, on recommençait. Et notre vie n'était pas drôle. Et à l'époque, on avait déjà du mal à trouver du combustible. Et par des camarades du quartier, j'ai réussi à faire tourner les chaudières en allant chercher du charbon avec une voiture à bras. Donc la vie des lycéens n'était pas une vie très facile à l'époque. Ensuite, je reviens donc aux événements du 11 novembre. Le lendemain, nous étions au lycée. Et là, il y a eu des altercations avec un professeur dans notre classe de Mathelem. Et celui qui a sauvé la mise, eh bien, c'était Stéphane Piobetta. Il est intervenu, il a calmé le jeu, il a remis le professeur à sa place et les élèves, il les a calmés aussi. Ce professeur-là était un homme extraordinaire, parti trop tôt, bien malheureusement. Pour vous donner une idée, à chaque fois qu'il terminait son cours, si le cours se terminait à 11h, à 11h15, on était encore autour de lui à discuter, à bavarder, etc. Et un jour, avec quelques camarades, on n'avait pas beaucoup de distractions, il n'y avait pas de boîte, il n'y avait plus de balles, il n'y avait plus tout ça. Hein. Il faut penser à cette époque-là. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Le dimanche, on partait avec le sac au dos, on allait se balader en forêt, dans les régions parisiennes. Et un jour, Piobetta, nous entendant discuter de la promenade que nous avions projetée, il a dit « Je peux venir avec vous ?» Alors ça, c'est des souvenirs inoubliables. Un prof avec lequel vous marchez, vous faites 10-15 km à pied dans les bois, et on discute philo. C'était des cours spéciaux. Nous avons un camarade, toujours pour parler de Piobetta, Jacques Delal, qui n'est pas là parce qu'il habite la province, et qui a eu de gros ennuis de santé à l'époque, et il n'a pas pu passer son bac. Il a fait une primo-infection, menacé de tuberculose et tout ça. Et naturellement, Piobetta nous demandait de ses nouvelles. Il a été mieux, il est revenu chez lui, et il a repréparé le bac. Le premier bac, parce qu'il a fait en même temps le premier et le deuxième bac. Mais il fallait qu'il repasse le premier. Et le professeur en question, toutes les semaines, venait passer 2 heures chez lui pour lui donner gratuitement des cours particuliers. Alors c'était une époque où on avait beaucoup de solidarité. Maintenant, Georges parlait tout de suite de l'atmosphère. Ben moi, j'ai vécu dans une atmosphère à partir de 1940 de résistance. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'appel du 18 juin du général de Gaulle, qui a remué beaucoup de personnes. Vous voulez que je vous parle un peu? Là, je vous ai fait voir tout à l'heure un diplôme du service rural. En 40, 41, 42, on n'avait pas trop de gras sur la peau, sous la peau. Hein. La nourriture était limitée. Pas en 40. Hein, 41? Non, mais vous venez de dire en 40. Oh ben ça a commencé. Ça a commencé. Et donc, on se débrouillait. Il fallait se débrouiller par différentes méthodes. Chacun avait son petit truc pour essayer d'améliorer l'ordinaire. Et on nous avait demandé, par des organismes étatiques à l'époque, parce que dans les campagnes en France, on manquait cruellement de bras. Parce qu'il y avait des prisonniers, et on a demandé aux lycéens, aux étudiants, d'aller faire du service rural. Service civique rural. Hein? Service civique rural. Alors, j'avais la chance, moi, d'avoir un oncle qui était en Normandie, dans l'Orne, exactement dans le Perche, entre Mortagne et Bellem. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit, écoute, tu peux venir avec des copains,
vous passerez 2 mois de vacances, vous travaillerez, mais vous vous requinquerez sérieusement. C'est vrai d'ailleurs, on était choyés comme des coqs en pâte, mais on travaillait dur. Et alors nous avons fait ça 2 années de suite. Et la 2e année, nous avions avec nous un copain qui est mort l'année dernière, qui s'appelait Freddy Mbach. Ses parents tenaient une manufacture d'oreillers et couvertures avenue de la République. Et il était avec nous là-bas. Et un jour, nous avons vu arriver de Paris, à bicyclette, autrement dit 160 km d'une traite, le comptable de ses parents, qui est venu prévenir notre ami Fred que son père venait d'être arrêté et que lui était menacé, parce qu'il était juif bien sûr. Alors le petit groupe de copains que nous étions là-bas, on dit il faut faire quelque chose pour Fred. Alors nous sommes allés voir le curé du village, je pourrais vous donner plus de précisions si ça vous intéresse, le père Comoche il s'appelait, et on lui a dit voilà, notre copain est menacé, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit, la première chose à faire, vous me l'amenez, je lui fais un certificat de baptême. Et puis, ensuite, il a été pris en main par des confréries religieuses, des prêtres, des bonnes sœurs. Et il est parti de là-bas, sur Alençon, et de Alençon, il a été jusqu'à Grenoble, en voyageant clandestinement de monastère en couvent, de couvent en cure, et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Voilà, je peux encore vous raconter d'autres anecdotes, mais celle-là est assez spéciale. Maintenant, je dirais que cette équipe de copains qui avait fait le service rural, nous étions très soudés. Puis après, bon, après 44, tout le monde s'est un peu dispersé. Et puis il y a 2 ou 3, on a eu idée. 25 ans après le bac, on s'est dit c'est quand même bête. Nous étions tous comme des frères, il faudrait se retrouver. Alors nous avons recherché, et finalement j'ai refait le compte, nous nous sommes retrouvés à 15. 25 ans après le bac. Et depuis, nous ne nous sommes jamais plus quittés. Je dirais que nos épouses ont sympathisé. Forcément, on avait fait des bons choix. Hein. Et il y en a un, nous, qui a... C'était un petit groupe informel. Georges Pétiard en était aussi, bien sûr. Et il y en a un, nous, qui a dit, oh ben, il faut quand même qu'on se donne un nom. Alors nous sommes appelés Voltaire Grand Cru, les VGC. En toute modestie. Je voudrais simplement ajouter 2 ou 3 points. Le premier point, c'est qu'en réalité, à part les élèves du lycée Buffon, à part l'assassinat de Gabriel Péry, à part les choses de la cascade du bois de Boulogne, bon, c'était plutôt calme. Et les Allemands ne se montraient pas trop. Ils faisaient leur coup en douce, puisque si c'était l'année du rutabaga, vous vous en souvenez peut-être, c'est parce qu'ils piquaient tous les stocks de pommes de terre de France, et Dieu sait s'il y en avait eu. Bon, je voudrais ajouter pour le 11e arrondissement, mais là, comme vous, il faut déborder au-delà de l'année où nous étions à Voltaire. Il y a eu l'horreur, la première horreur avec Japy un matin, le gymnase Japy, où les Juifs ont été internés, et puis de là, hop, ça a été le Veldiv, et de là, ça a été Drancy, et puis il y en a qu'on n'a pas revu. Alors, à l'inverse de ça, parce que j'ai fait une longue enquête, et M. Trinsoutreau est assez au courant là-dessus, j'ai fait une longue enquête, elle a été confirmée l'autre jour au mur de la Shoah. Dans notre classe, nous avions 3 Israélites confirmés, et peut-être 4, mais le 4e, on n'a jamais pu arriver à le savoir. Bon. Ils s'en sont tirés, et ça, j'en ai la preuve formelle, parce que déjà au premier mémorial juif, j'étais allé me renseigner. Par contre, ce qui montre le sérieux de cette organisation, c'est que une dame m'a dit en 2 minutes et demie,
Celui-ci, alors l'un des trois confirmés de notre classe, celui-ci a perdu ses parents qui ont été déportés et gazés. Il se trouve que par une coïncidence, mon délégué de promotion de l'école, de la grande école que j'ai fait ensuite, habitait et jouait, était plus jeune que notre camarade, et jouait avec lui. Ça se trouvait, on peut encore le trouver, c'est boulevard Diderot, entre le cinéma et la pharmacie qui est au coin de la Nation. Et là, effectivement, les parents ont été déportés et gazés. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on parlait, mais comment avez-vous été prévenu aussi de l'arrivée de la guerre? Bon, Georges a parlé évidemment de Daladier et compagnie, mais je dirais qu'il y avait eu un premier truc, on nous a foutu les sirènes et on les a encore. Bon. Deuxièmement, il y a eu effectivement les masques à gaz, et moi qui habitais au 101, j'ai failli en crever parce que j'ai attendu que mes parents soient partis. 110. Comment? Au 110. Oui, le 101, c'est ici. J'ai attendu que mes parents soient partis je ne sais pas où pour essayer mon masque, et je ne savais pas qu'il y avait une pastille à retirer. Et je me suis à moitié asphyxié pour pas mourir, car je suis encore là. C'est la pastille, non? J'ai fait sauter le masque. J'ai fait sauter le masque. Alors, je voudrais ajouter quand même, mais ça n'a rien à voir, c'est que beaucoup n'avaient pas de musette, ils avaient juste une boîte pour le masque. Et les braves travailleurs foutaient le litron dedans. Voilà. Bon, c'est tout ce que je dirais, sauf que, encore une fois, il n'a pas été fait allusion non plus à un autre professeur fantastique que nous avons ici à Voltaire. On a longtemps cru qu'il était, comme il était juif, c'était Abensour, Léon Abensour, un type fabuleux, fabuleux. Il avait repris du service car en réalité c'était un monsieur qui avançait comme il pouvait, péniblement, une jambe raide, une main qui ne fonctionnait plus. Un professeur d'histoire et géographie, on buvait littéralement ses paroles. Puis il est disparu en février et ça m'a inquiété pendant des années. Et j'ai su depuis que c'était la maladie qui l'avait arrêté et qui n'a pas été déporté en tant que juif. Et ça m'a énormément touché. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Simplement peut-être, c'est l'allusion au service civique rural qui me rappelait que moi-même, j'y suis allé en Normandie, près du Havre, dans les grandes fermes de 100 hectares. Là, il fallait 15 jours, 3 semaines pour faire la moisson. Maintenant, à côté de chez moi, il y a un champ de blé. Dans la journée, la moisson est faite. Il ne fait que 2 hectares. Mais c'est pour dire que on fait quelquefois des comparaisons entre le passé, le bon temps et le temps actuel. Les conditions de travail se sont largement améliorées, non seulement à la campagne, mais également dans tous les lieux de travail. On est tout le temps en train de pleurer sur notre sort, mais ça, on devrait essayer d'en prendre conscience. J'ajouterais que les conditions améliorées tout à fait différentes, c'est plus les mêmes. Il y a quelques dizaines d'années de distance, mais l'ambiance de travail n'est plus la même non plus. Parce que l'ambiance de travail des moissons qui durait longtemps, qui commençait à 7 h le matin, qui s'arrêtait à 6 h le soir, au son de la sirène de la machine à vapeur, il y avait une sacrée ambiance de plaisir le soir. Bon, on était une quinzaine à faire la moisson, maintenant il est tout seul sur sa machine. C'était une fête, alors qu'aujourd'hui, ça récolte et ça bat en même temps. Monsieur Chambon. Je voudrais pas être méchant, je voudrais juste dire une chose qui n'a pas été dite non plus, c'est que les agents de police, jusqu'à 3 jours avant la libération, ça a été des beaux salauds. Moi, non. Oui, enfin, effectivement. J'ai horreur de généralité. Oui. Tous, il y en avait qui étaient dans Oui, la liste. oui, il y a eu 2 cas. Mais enfin, il y en a eu pas mal, j'abonde assez dans ce sens, parce que j'ai moi-même été pris une fois dans une rafle,
Et je ne sais pas si c'est parce que j'étais étudiant en philosophie, à ce moment-là, j'avais peut-être une certaine aisance pour m'exprimer, mais j'en ai tellement raconté à ce type qui m'avait mis la main sur le paletot que je l'ai complètement abruti et il m'a lâché. Mais je n'ai dû qu'à ma langue. Bon, alors, ce que je voulais dire, il y a une chose que nous n'avons pas évoquée. Je n'étais plus au lycée Voltaire à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, puisque je l'ai quitté en juillet 1941, mais j'avais gardé des contacts, j'avais encore des camarades qui y étaient, certains avaient dû redoubler, et puis d'autres qui préparaient normal technique. Il y avait une section là après le bac, je ne sais pas si ça existe encore, et donc j'avais quelques échos, puisque j'étais en face. Et il y a quelque chose qu'il faut tout de même rappeler, et qui a marqué véritablement, je crois que ça a été ça aussi, un des axes principaux de la résistance, ça a été en février 1943, la création de ce fameux STO, le service du travail obligatoire, n'est-ce pas, où les classes 41, 42 et une partie de la classe 43 devaient être au service de l'Allemagne, il faut bien le dire. Travailler en Allemagne. Travailler en Allemagne, ou quelques-uns sur les côtes de France. Alors, beaucoup, évidemment, avaient pris la résolution de ne jamais y aller, c'était mon cas, j'avais dit en aucun cas je n'irai, on verra bien. Alors il faut dire que, j'étais étudiant à ce moment-là, il faut dire que par rapport aux ouvriers d'usine, par exemple, qui eux ne pouvaient pas faire grand-chose, étaient bien obligés de partir, bon, enfin, avec moins de facilité que nous n'en avions en tant qu'étudiants, parce que on a bénéficié, si je puis dire, d'une pagaille assez joyeuse. Il y avait d'un côté des services allemands, et puis de l'autre côté, il y avait les services français. Alors généralement, quand il y a deux services qui s'occupent de la même chose, c'est bien connu, ça cafouille. C'est le mot de Clémenceau. Si vous voulez faire capoter quelque chose, réunissez une commission. Bien. Alors, donc, il y avait ces deux services qui interféraient. Je m'excuse, je vais citer mon cas personnel. J'avais réussi ce tour de force, je ne sais plus, vers la fin 43 ou début 44. J'étais à la fois, sans doute, eu égard à mes compétences, affecté comme manœuvre à Berlin, manœuvre à Vienne, et puis manœuvre également sur le mur de l'Atlantique. Alors je dis, voyons, il y a trois destinations, laquelle vais-je choisir? Eh bien j'ai choisi la route de la Normandie aussi, où je suis allé me réfugier pendant quelque temps. Voilà. Et je dois dire que c'était, indépendamment de cette facilité qui nous était accordée du fait de la pagaille que je viens d'évoquer, mais il faut dire qu'il y avait toujours une visite médicale que l'on passait. Alors, ces visites médicales, elles étaient effectuées la plupart du temps par des étudiants en médecine, des copains par conséquent. Alors, on s'arrangeait la plupart du temps pour dire un mot, le type qui vous est passé la visite, tu t'arranges pour me donner 15 jours de sursis, 3 semaines, enfin, on arrivait comme ça à mégoter, si je puis dire, et obtenir des sursis qui s'allongeaient un petit peu. Puis il y avait aussi une autre méthode. C'était la grande époque du marché noir, comme vous le savez. On était, alors les restrictions, là, dans les années 43, elles étaient au maximum. Hein. Il y avait des queues invraisemblables devant les boucheries, devant les épiceries. Je vois ma pauvre mère qui allait faire la queue pendant des heures pour ramener 3 fois rien. Bon, alors on était rationné pour le tabac, notamment. On avait droit à, je ne sais plus combien, un paquet de gauloises tous les 10 jours. Alors, on pouvait aussi faire un peu de troc avec les huissiers qui étaient dans les services français. Alors, quand on leur disait, par exemple, il y a 2 ou 3 paquets de cigarettes là qui sont à disposition, ils s'arrangeaient pour aller dire un mot à celui qui faisait passer la visite, et ça se traduisait par 15 jours de sursis supplémentaires. Alors on arrivait à vivoter comme ça. Puis il y a eu un moment où alors ça n'était plus possible. Moi je sais que j'étais arrivé vraiment au bout du rouleau. Là, heureusement il y a eu la libération. Sans ça c'était... Alors il y avait 2 solutions. Ou bien c'était ça, ou alors bon, ça allait carrément prendre le maquis. Voilà. C'était une période qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle a été très très importante. Le STO en 1943. Oui, ça, professeur Steg, nous cohabitions au Conseil économique et social encore récemment, et vous êtes toujours, pour dire que j'ai évoqué tout à l'heure, puisque j'étais au lycée Voltaire à ce moment-là, les premiers départs volontaires quelquefois pour tenter refuge et hélas très souvent définitifs
de jeunes camarades juifs de ma classe qu'on voyait disparaître, qu'on voyait partir, et dire comment nous avons eu dans l'environnement d'un proviseur vichiste, etc., que la difficulté que nous avons eue, il a fallu que nous intégrions par nous-mêmes ou avec l'aide de nos parents ce qu'était la signification de cette étoile et de cette ségrégation, de cet ostracisme qui était vécu. Mais je voudrais évoquer simplement un point parce que cette période qui vous intéresse, elle a connu la libération, et je voudrais vous livrer une anecdote qui a été vécue par quelques élèves dont j'étais, qui est dû au voisinage du cimetière du Père-Lachaise à côté. Bon, tout à l'heure, un de mes collègues vous a dit que nous avions classe à mi-temps. Nous étions soit en classe le matin, soit l'après-midi, puisqu'il n'y avait pas assez d'enseignants, pas assez de disponibilité de locaux, pas assez de capacité de chauffage en hiver pour que tout le monde soit accueilli à journée continue. Et au moment où la libération est arrivée, où il y avait eu d'ailleurs dans l'avenue de la République, dans certains coins, des pavés, des chaussées pour faire des barrages, des barrières, etc. Nous étions un certain nombre qui allions, dans les temps libres, dans les d'autres demi-journées, chahuter, nous amuser dans le cimetière du Père-Lachaise. Ce n'est pas un lieu de jeu, etc. Reportez-vous à l'époque, il n'y avait pas de terrain débat nombreux, et le Père-Lachaise, c'est un très beau parc, finalement. Et il est arrivé à quelques-uns d'entre nous, dont j'étais, une mésaventure, c'est que nous jouions dans les caveaux. Vous avez un peu des jeux un peu tordus. Et il nous est arrivé cette mésaventure que dans deux de ces caveaux, il y avait des gestapistes, enfin des collaborateurs qui s'étaient réfugiés et que nous leur sommes par hasard tombés dessus et que ça a failli nous coûter cher. Il y a eu l'un d'entre nous qui a été blessé par balle, mais on a pu fuir et puis le cimetière a été entouré à ce moment-là par la police. Ceux qui n'étaient plus dans les équipes précédentes et ces collaborateurs ont été arrêtés. Mais il y a eu à l'époque et pendant probablement plusieurs semaines un certain nombre de collaborateurs qui s'étaient réfugiés à l'intérieur des caveaux parce qu'il y a un dédale, il y a un lieu extrêmement commode pour cela. Voilà. Mais je dois préciser qu'antérieurement à cette époque-là, il y avait des caches d'armes dans le cimetière du Père-Lachaise. Je vous demande infiniment pardon d'être en retard. J'étais auprès du Premier ministre, nous avions un rapport sur la lutte contre le racisme. Je me suis excusé car je tenais absolument à être là aujourd'hui, non pas pour vous raisonner, non pas pour raconter des faits d'armes, etc., mais parce que je voudrais exprimer ma reconnaissance pour le lycée Voltaire et pour les enseignants du lycée Voltaire. Je leur dois la vie, très simplement. Alors, je voudrais vous raconter très rapidement. Le 16 juillet, non pas le 16, d'abord, au mois de mai 1942, j'étais en première et je suis arrivé pour la première fois en portant l'étoile jaune juif. J'entre en classe et le professeur de lettres était M. Binon, homme merveilleux, qui dit « Mes enfants, ouvrez votre livre de texte à telle page et nous allons étudier ensemble. » Et ce texte, c'était de la tolérance de Montesquieu. Et dans un silence absolu, on a étudié cette page et à la fin, à l'heure de la récréation, les autres élèves se sont agglomérés autour de moi très affectueusement, certains m'ont embrassé. Enfin, je veux vous dire que c'était un événement incroyable dans cette atmosphère-là. Mais plus loin, je dois la vie. C'était 2 mois plus tard, le 16 juillet 42. Le 16 juillet 42, à 8h et quelques du soir, débarque chez moi Pierre L'Herbier, élève de ma classe, et qui vient et qui me dit, voilà, mon père a appris à la préfecture que cette nuit, il y aurait une rafle et qu'on viendrait vous chercher. 8h du soir, j'étais avec ma mère et mes 2 sœurs, que faire? C'est l'heure du couvre-feu, ne pas sortir dans la rue. Je ne connaissais personne spécialement qui pouvait me cacher dans l'immeuble. Alors j'ai été voir la concierge, on appelait la concierge à l'époque, pas la gardienne, très vieille dame.
madame, bon, et je lui dis, voilà, on vient nous chercher cette nuit, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que vous avez un endroit pour nous cacher? Sans hésiter une seconde, nous n'étions pas en relation particulièrement amicale, vous connaissez comme ça. Elle a dit, bon, il y a un appartement qui est vide, allez-y, elle me donne la clé. Effectivement, à 6 heures du matin, la police est arrivée, police, inspecteur et un homme avec un képi, un agent, frappe à la porte, c'était au-dessus de nous. Moi, on était au premier, il frappe. Ils constatent qu'il n'y a personne, bon, ils s'en vont. Et ils sont revenus à 10 heures, parce qu'entre-temps, des gens qui étaient dans la rue leur ont dit, mais si, on les a vus, on les a vus récemment, donc ils sont là. Je dois dire que à 6 heures du matin, comme j'étais dans la rue de Côte, qui donne dans le faubourg Saint-Antoine, il y avait beaucoup de juifs dans ce coin-là. Les cris de hurlement des mères et des enfants, et des mères qui devaient être séparées des enfants, ça m'est resté pour toute la vie. Et je voudrais vous dire que c'était quelque chose d'absolument incroyable et que je vous demande de ne pas oublier. Mais c'est une chose. Bon, alors, de surcroît, j'avais reçu le 15, la veille, la collante annonçant que j'étais reçu à l'oral du bac, du premier bac. Et le 16 juillet, je devais passer, j'étais reçu à l'écrit et je devais passer l'oral. Avec beaucoup d'innocence, c'était tellement important, le bac dans ma famille pauvre, de rien du tout, le bac, je dis, moi j'y vais. Et ma mère s'est mise à genoux, à pleurer, à supplier pour que je n'y aille pas. Et heureusement, bien sûr, parce que je me suis dit, bon, ils m'emmèneront dans un camp, puis qu'est-ce que je risque? Bien. Très bien. Alors, au bout de quelques temps, donc ça c'est mon ami Pierre Verbier, que j'ai revu depuis, vers le mois d'août, nous avons alors à ce moment-là, après dans la journée, réussi à trouver des gens qui nous connaissaient, on a pu se cacher de jour en jour, et puis vers le début août, nous avons réussi à nous procurer des faux papiers. Alors, il a fallu payer un passeur qui nous a amenés près de la limite de démarcation à la hauteur à peu près de Limoges, nous a fait franchir la ligne de démarcation. Et puis, j'avais un frère qui était à Grenoble, j'étais donc parti pour Lyon avec ma sœur, et nous dirigeons à Lyon, nous avons été arrêtés par la police, papier, faux papiers. C'était des vrais faux papiers, en ce sens qu'ils avaient été fabriqués par quelques jeunes gens qui voulaient nous aider. Et j'étais censé être né à Vannes, dans le Morbihan, et en fait, ils avaient oublié le « i ». J'étais né à Vannes, dans le Morban, avec le compas, j'avais fait comme ça, puis des lettres, etc. Ce qui fait que c'était des papiers faux était évident, bien sûr. Donc, on a été amené chez le juge d'instruction, mis en prison. Nous sommes restés donc dans 2 prisons, pour femmes, pour hommes, pour moi, pendant près de 3 mois. La prison, à l'époque, ce n'était pas les prisons actuelles. Hein. Nous étions 5 dans une cellule avec une tinette. Point, c'est tout. Et voilà. Bon, alors, laissons là-dessus. Je continue, je reviens au lycée Voltaire. Alors, on a réussi, mon frère a réussi à trouver un avocat qui allait nous prendre en charge. Et, il ne me connaissait pas, il ne connaissait personne. J'avais besoin de témoignages de moralité. Alors j'ai dit, écoutez, il faut prendre contact avec M. Binon. Et je reviens à Voltaire. Et M. Binon a fait un certificat comme quoi j'étais le génie du siècle, ou à peu près, n'est-ce pas? Bon. Et le fait est que fin octobre, nous avons été jugés, et le tribunal très rapidement a prononcé un non-lieu, et j'ai donc pu sortir avec ma sœur, et l'avocat avait simplement lu la lettre de M. Binon.
Vous voyez donc que Pierre L'Herbier, mon condisciple en première, et M. Binon, mon enseignant, mon maître, en première maître de lettres, m'ont sauvé la vie. Et ceci pour vous dire que les enseignants de l'époque, c'était quelque chose d'incroyable. Les vrais hussards noirs de la République, c'était les enseignants, car ils étaient tous du même niveau de moralité. Ils auraient tous fait la même chose. Bon, M. Binon était un homme plus âgé, plus engagé dans la vie, mais le lycée français à l'époque et les enseignants à l'époque méritent une gratitude infinie. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Nous sommes beaucoup à demander à n'importe qui a été au lycée il y a 60 ans, il vous dira ce que c'était que le lycée. Et d'ailleurs, en prison, j'ai rencontré par hasard un autre élève du lycée Voltaire, pas de ma classe, un autre, qui avait distribué des tracts, qui avait été arrêté et qui était déjà là depuis 2 mois avant moi. Et bon, finalement, il est vivant. C'était très, très miraculeux car j'ai quitté la prison pour aller dans un refuge, dans un maquis, le 11 novembre 1942. Et en roulant dans le train, je roulais vers Toulouse et j'ai vu des colonnes d'armée allemande qui traversaient vers le sud car ils envahissaient ce jour-là la zone sud. Autrement dit, si j'étais resté à Lyon encore quelques jours, je ne serais pas là, n'est-ce pas? Ils avaient envahi il n'y avait plus de zones libres, il n'y avait plus de zones non occupées, et donc j'ai été sauvé. Bon, toutes les histoires après, avant, je pourrais vous parler des heures et des heures, mais j'ai couru, vraiment couru absolument ici pour pouvoir ouvrir mon cœur et vous dire que le lycée Voltaire, les lycées et les enseignants de l'époque étaient absolument fabuleux et en la circonstance m'ont sauvé la vie. Comment s'est passée la journée du 6 juin 1944 ? Au lycée, pour autant qu'ils m'en souviennent, parce que je devais être en 4e ou 3e, je ne sais plus, la journée du 6 juin 1944, elle n'a pas été immédiatement connue. En général, nous l'avons su quand nous sommes rentrés le soir chez nous, parce que la radio anglaise diffusait les informations. Mais quand on venait en classe uniquement le matin, on partait de chez soi, moi je venais de la porte de Vincennes, on partait à 7h du matin, on n'avait pas écouté la radio, si vous voulez, à ce moment-là, on savait que les choses se passaient. Dans beaucoup des maisons où nous habitions, nos pères ou nos mères, quelquefois, avaient mis des cartes, et en particulier les cartes avec le front russe, et avec des épingles, et ils marquaient le point d'avancée ou de recul du front. Et c'était le moment où commençait à se manifester, enfin, il y avait la résistance de Stalingrad, il y avait un certain nombre de points où il y avait ça. Et il y avait eu aussi des fausses joies ou des phénomènes. Il y avait eu tentative de débarquement en Provence, il y avait eu en Corse, il y avait eu d'autres endroits où s'étaient passées des choses. Donc c'est pas tant ce jour de cet événement majeur que nous en avons eu la vraie connaissance, c'est dans les heures qui ont suivi. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, on a tous vécu vraiment dans une espèce de tension qui allait progresser. Je dois dire que c'est une période où, là, profs et élèves, le travail scolaire n'a pas été d'un rendement extraordinaire parce que la tête était à bien autre chose, hein, à bien d'autres phénomènes. Il y avait des choses dans l'air, si vous voulez. Et c'est davantage quand il y a eu, alors là nous n'étions plus au lycée, la libération de Paris elle-même, c'est-à-dire au cours de l'été, oui, mais le lycée avait fermé quelques jours avant parce que le 29 août, mais le lycée avait fermé un peu plus tôt. Et donc, on avait cet événement-là. Et simplement, ce que je peux vous dire, pour moi, comme souvenir intime, c'est le lendemain de la libération de Paris, d'avoir fait, à l'entrée de la rue du Rendez-vous, qui est, si vous voulez, c'est près du métro Cours de Vincennes, porte de Vincennes. Il y avait une boulangerie, et je ne sais comment nous avions été avertis, mais nous étions plus de 100 à faire la queue, parce que ce jour-là, le boulanger fait du pain blanc. Comment il fait du pain blanc? Je ne le sais pas, mais on avait ce pain de l'occupation qui était un pain très noir. C'est à la mode quelquefois maintenant dans certaines boulangeries. Il y a une espèce de snobisme inversé quelquefois qui joue, nostalgie. Mais le pain blanc, un pain extraordinairement blanc,
Et on attendait, on a fait 2 ou 3 heures de queue, je ne sais plus. Il y avait un épicier à côté où je me rappelle, j'étais sorti avec un camembert. Comment cet épicier avait-il eu ce camembert aussi? Je n'en sais rien non plus. Mais toujours est-il qu'on a cru naïvement d'ailleurs qu'en quelques jours, tout allait redevenir comme s'il n'y avait pas eu cette période-là. Et bien sûr, ça a été long, les cartes de ravitaillement, les cartes de rationnement ont continué à exister, c'était normal. Il y a eu toute une phase d'adaptation. Ce qui a été quelquefois douloureux, moi je m'en souviens, c'est d'avoir vu en uniforme un homme qui se targuait de résistance, et il a été découvert quelques mois plus tard que ça avait été le dénonciateur de mon père. Mais je veux dire qu'on a eu comme ça quelques surprises de ces renversements de gens qui ou n'avaient rien fait avant, ou parfois avaient même essayé de se renverser complètement dans leur attitude pour apparaître vierges de tout soupçon d'avoir collaboré avant. Mais la journée elle-même de débarquement, je n'en ai pas gardé le souvenir. Autant ce qui a été la libération de Paris, c'est-à-dire dans les quartiers, Cours de Vincennes, moi j'étais Cours de Vincennes, on était sur les barricades, on a vu tomber des copains qui ont été tués. Il y a eu quelques jours après, depuis les toits d'immeubles, des tireurs qui étaient des collaborateurs ou des SS ou peu importe qui d'ailleurs. Le fait c'est que ça tirait sur la foule qui était en liesse et qu'après nous étions partis aux Champs-Élysées, où il y a eu les mêmes phénomènes qui se sont passés. Il y a même eu des tireurs au niveau de Notre-Dame de Paris, quand il y a eu et l'hôtel de ville. Donc c'est plus ce moment-là qui a été le moment d'exaltation et d'exultation. Puis après, bien sûr, la rentrée scolaire suivante, où le proviseur n'était plus là, le surveillant général dont je vous ai parlé tout à l'heure n'était plus là, mais où les professeurs étaient là, plus quelques autres qui n'avaient pas pu exercer leur métier pour toutes sortes de raisons. Malheureusement, ceux qui avaient été déportés, les professeurs juifs en particulier, n'ont pu reprendre leur poste qu'au moins 1 an plus tard. C'est pas dès ce moment-là. Quand ils sont revenus, ce qui était hélas dramatiquement très peu d'entre eux, voyez-vous. Mais il y a eu à ce moment-là, et je vous dis, les camarades lycéens de ma classe, je ne crois pas qu'ils soient revenus, parce qu'on a essayé de correspondre les uns avec les autres et avec nos profs de l'époque, puisque je reste toujours ami avec le prof de philo que j'avais eu, qui vit toujours. J'ai été ami avec M. Lignereux, qui était un professeur de français, latin et grec que j'ai eu et qui est décédé il y a seulement 3 ans et jusqu'à il y a 3 ou 4 ans nous réunissait toujours. Voilà, disparition dramatique, tragique, mais dont on peut célébrer la mémoire maintenant, et on a le devoir de le faire et l'amour de le faire. À partir du 6 juin, il y a eu une grande atmosphère d'espoir qui s'est levée dans Paris. Et des groupes se sont constitués pour essayer de répandre des tracts, de vendre les journaux de la Résistance, Défense de la France, Combat. Moi, j'ai vendu Défense de la France dans le quartier de l'Opéra, entre le débarquement et la libération de Paris, qui n'a eu lieu quand même que le 29 août. Mais on était dans les sous-sols près de l'Opéra, tout près de la commandature. Et en rentrant chez moi, j'habitais à Bagnolet, j'avais tout Paris à traverser. Je suis passé place de l'Hôtel de Ville, par la rue de Rivoli, et j'ai eu la surprise de découvrir, c'est peut-être le plus grand souvenir de ma jeunesse, les blindés de Leclerc qui étaient sur la place de l'Hôtel de Ville. Je suis rentré chez moi, j'ai dit mes parents ils sont là, je les ai vus. J'étais très fier de moi. Mais après, j'ai participé à la libération de la commandature. C'est-à-dire que j'avais un fusil allemand, on était une dizaine de jeunes, avec des fusils allemands dont je ne savais pas me servir. On est rentré par une porte de côté, c'était entre la rue du 4 septembre et l'avenue de l'Opéra. Comment ? Hôtel Majestic. Oui, Hôtel Majestic. On est rentré par une petite porte de côté. Il n'y a eu aucune résistance. C'était des vieux qu'on avait laissés là, des vieux beaucoup plus jeunes que nous.
mais enfin pas de jeunes soldats. On les a fait sortir, on est arrivé, ils sont partis devant nous, il y avait beaucoup de nourriture entassée sur les tables, une espèce de... Oui, donc on les a fait sortir et on les a rassemblés sur la place. Avant, il n'y avait personne, mais quand on a vu qu'ils étaient sortis, tout le monde était arrivé et on leur donnait des coups de pied derrière et on crachait sur eux. Et nous, on a eu le réflexe de les protéger pour les emmener, ces pauvres soldats qui n'étaient que des victimes au fond, parce qu'eux n'avaient certainement pas beaucoup participé à la guerre. On les a emmenés à la mairie du 9e, on les a encadrés, on les a laissés dans la cour. Mais on était quand même très choqués de voir la réaction des gens qui sortent et qui venaient agresser des gens qui étaient déjà emprisonnés. Comme quoi, le mal n'est pas toujours du même côté comme on le croit. Je ne prendrai pas tout le temps la parole, mais je vais être obligé de partir. Je voulais vous dire, je ne suis pas là pour raconter de l'héroïsme. Hein. Je suis très ému de voir des jeunes élèves du lycée et de transmettre un message, de leur dire que nos maîtres ont été sans défaillance admirables, que bien sûr il y a eu beaucoup de traîtres, de dénonciateurs, quand même, à partir du 16 juillet 42, c'est-à-dire quand on a vu Paris traverser avec des autobus pleins d'enfants qu'on emmenait, il y avait pas pour nourrir, l'atmosphère a changé et nous avons tous, ceux qui n'étaient pas déportés, n'ont pas été déportés parce que des Français non-juifs nous ont cachés, bien sûr. Et il ne fallait pas se cacher une fois, il fallait se cacher chaque jour, et de lieu en lieu, etc. Eh bien, 2 tiers de la population juive de France a été sauvée grâce à cela, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc ça, et des gens qui ont pris gros risques. Mais, et la dernière chose, je sors donc chez M. Raffarin, où la commission consultative nationale consultative des droits de l'homme, dont je fais partie, a remis à M. Raffarin le rapport de notre travail en 2004, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la xénophobie. C'est terrifiant, c'est absolument terrifiant. Toutes les statistiques sur le nombre d'actes, sur le nombre de violences, sur le nombre d'injures, sur le nombre d'agressions de toutes sortes. Pour donner un exemple, là-dedans, j'ai vu que les actes antisémites, entre 2003 et 2004, ont augmenté de 61%. Vous vous rendez compte où nous en sommes. Alors, mon message, c'est sur les enseignants le passé, mais mon message aussi, c'est que d'abord, les enseignants ont un rôle formidable à jouer dans les lycées, dans les écoles. C'est eux qui peuvent rétablir la situation contre le racisme, contre la xénophobie et contre l'antisémitisme. Et deuxièmement, que si je pouvais en convaincre 1 ou 2 d'entre vous que c'est très important de respecter les droits de l'homme et de n'agresser personne à cause de sa race ou de sa religion, j'aurais fait du bon travail.